partager les bonnes pratiques, les réflexions, échanger sur les mécanismes au sein de l'institution, et une sorte de plaidoyer sur un changement un peu de paradigme. Cette évaluation, cette promotion de la recherche, que la production soit reconnue, cette diversité soit reconnue. Ainsi, vous direz, si vous partagez cette vision, on peut associer forte plurielle de sciences scientifiques qui puissent justement favoriser un peu plus de pluralisme et mettre plus à valeur la production scientifique francophone sans forcément sur une question de la publication. C'est pas forcément la question, mais c'est valoriser le mécanisme plus fort et comment on peut aussi, donc, avec des portants de son de l'internationalisation, comment on peut renforcer la présence de la production scientifique francophone, renforcer le partenariat de recherche interdisciplinaire, c'est-à-dire fort de sorte que la budget l'année passée, ce sont des forcément des partenariats régionaux dans la recherche, mais multidisciplinaire, l'interdisciplinarité aussi forte à avoir pour que les résultats de la recherche, quel que soit leur support et leur manière d'être valorisés, soient reconnus. J'en ai fini pour mon interruption. Je vous remercie pour votre attention, et surtout je vous souhaite des personnes présentes pour l'organisation de ce panel et je vous souhaite des échanges. Merci beaucoup Bernard pour cette mise en bouche fort synthétique et claire. Je vais tout de suite, sans tarder, passer donc la parole au professeur René Joly Asako, qui fait donc la conférence va environ durer 1 heure. Après cette conférence, je pense qu'on peut avoir un petit quart d'heure de pause et enchaîner sur les travaux de table ronde. Professeur, la parole est à vous. Alors, j'espère que vous me voyez. J'espère que ma caméra vous permet de me voir. Je ne sais pas. Mon micro est ouvert. Allô? Il m'a été demandé de parler de l'état des lieux et perspectives sur la gouvernance de la recherche en Afrique centrale et Grand Lac. Ce que je m'en vais vous faire avec la légitimité d'un professeur titulaire hors échelle. J'ai parcouru j'ai fait mes classes avec la légitimité d'un ancien membre du conseil scientifique de l'AUF, la légitimité d'un ancien président de la commission régionale d'experts de l'Afrique centrale et des Grands Lacs pour l'AUF pendant 6 ans. Je vous parle avec la légitimité d'un ancien directeur de la coopération au ministère de l'enseignement supérieur du Cameroun pendant 4 ans. La légitimité d'un vice-recteur qui occupe ce poste depuis 17 ans dans 3 universités d'État ici au Cameroun, et la légitimité de celui qui fait un peu le tour, qui a gagné des projets de recherche en coopération multilatérale et latérale de plusieurs centaines de milliers d'euros parfois. Bref, je crois que j'ai fait, je peux modestement partager mon expérience en ce qui concerne la recherche en Afrique centrale et les Grands Lacs. C'est ce que je vais essayer de faire
en 3 points. Le premier point parle de la recherche en contexte africain de façon générale et en Afrique centrale de façon particulière. Et là, je vous parlerai du bien fondé de la recherche, des formes et pratiques de la recherche, des expressions et de la valorisation de la recherche. Le point 2 concerne la structuration de la recherche en Afrique centrale et dans les Grands Lacs, notamment au niveau gouvernemental, au niveau des centres et unités de recherche, au niveau des universités, qu'elles soient d'État ou privées. Je vous parlerai de la recherche au niveau de la coopération bilatérale et multilatérale. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième et le dernier point vise les problèmes et perspectives de la recherche. Et là, j'évoquerai quatre aspects. Le premier, c'est la question du financement de la recherche. Parce que tout ce qu'on raconte là, s'il n'y a pas les moyens derrière, c'est compliqué. Il y a les orientations stratégiques de la recherche en ce qui concerne l'Afrique centrale et les Grands Lacs. Puis, l'engagement des enseignants-chercheurs. Parce que, je peux vous dire, c'est une... on note une variabilité géographique et institutionnelle qui pose vraiment problème. Et je pense que les collègues avec qui j'ai été dans ce qu'on appelait la commission régionale d'experts peuvent bien témoigner de ce que je vais en parler. Et puis, je vais parler de la question d'éthique dans la recherche en Afrique centrale et les Grands Lacs. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, allons-y directement dans le vif du sujet. Au premier point, la recherche en contexte africain en général et les Grands Lacs en particulier. Le premier point, comme je l'ai dit, c'est le bien fondé de la recherche. C'est un constat un peu désolant que je fais, peut-être même pas un peu, mais vraiment désolant. C'est qu'on a l'impression que les États ne donnent pas à la recherche la place qui est la sienne, la place qu'elle mérite, c'est-à-dire une place clé, une place de choix, une place prépondérante, une place prioritaire. La recherche apparaît toujours comme ce à quoi on pense quand on a déjà rempli ce qui, aux yeux des uns et des autres, apparaît comme étant essentiel. Et ça, je peux vous assurer que c'est vraiment désolant. Or, rien de sérieux ne peut se faire sans la recherche. D'ailleurs, tout ce que nous utilisons procède des résultats des recherches. Je pense donc qu'en Afrique centrale, peut-être que j'anticipe sur les perspectives, mais ça vaut le coup. Il est temps qu'on donne à la recherche la place qui est la sienne, la place clé, la place fondamentale, la place prioritaire, d'autant plus que les États donnent des moyens conséquents à d'autres secteurs d'activité, à d'autres, à d'autres domaines de la vie publique et même privée, les moyens qui ne peuvent en aucun cas égaler ceux qu'on donne à la recherche. Donc je pense que ce bien fondé de la recherche doit être bien compris des décideurs à tous les niveaux pour que la recherche soit priorisée. Bon, ça c'est un vœu. Peut-être qu'il faudrait donc maintenant formaliser cela pour que ce soit, pour que ça ait une force opposable au tiers, y compris si ce tiers représente les États. La deuxième chose, c'est les formes et pratiques de la recherche. On parle de la recherche, mais souvent, on ne s'arrête pas pour dire qu'est-ce que c'est que la recherche. Comment est-ce qu'on la fait?
Où est-ce qu'on la pratique? Avec quels moyens? Avec quels acteurs? Et là, il me semble qu'au niveau de l'Afrique centrale et des Grands Lacs, il est question qu'on identifie clairement les formes et les pratiques de la recherche. Évidemment, jusque-là, nous avons des écoles de formation doctorale, nous avons les unités de formation doctorale, enfin les écoles doctorales et les unités de formation doctorale, puis les laboratoires. Pas de problème. On fait la recherche dans les, comme on va le voir plus loin, dans les centres de recherche et ainsi de suite. Pour faire quoi? Pour publier pour soutenir les mémoires de master, master recherche, master, parfois master professionnel, qui peuvent être en consonance de recherche, pour soutenir des thèses de doctorat, pour soutenir des habilitations à diriger les recherches là où cela est encore valable. Et puis, quand on a fait ça, les recherches apparaissent sous forme d'articles scientifiques dans les revues, d'ouvrages scientifiques, parfois de dépôts de brevets, quand il s'agit des recherches qui ont abouti à des inventions. Mais tout ça mérite d'être formalisé, mérite d'être clairement identifié. Mais je peux vous dire qu'au niveau de l'Afrique centrale, cela se fait à géométrie variable. Vous avez des pays comme le Cameroun avec ses 11 universités d'État où la recherche dans les universités tout au moins fonctionne bien. Il y a des thèses qui sont publiées, il y a des thèses qui sont soutenues, des mémoires qui sont soutenues, des enseignants-chercheurs qui changent de grade et même des chercheurs aussi, parce qu'il faut dire que la production scientifique fait partie intégrante et irremplaçable de la promotion académique des enseignants et des chercheurs. Ça veut dire que dès l'instant qu'il y a un couac au niveau de la recherche, eh bien, il y aura des répercussions immédiates sur la promotion des enseignants-chercheurs et même des chercheurs tout court. Alors, cela me permet de parler de l'expression et de la valorisation de la recherche, ce qui représente donc le dernier point, enfin le dernier aspect du point 1. Ce qu'on remarque en Afrique centrale et dans les Grands Lacs de façon générale, c'est qu'il y a une faible valorisation de la recherche. Faible valorisation, faible diffusion des résultats de la recherche. Et cela vient de quoi? Ça vient de, enfin, ça peut venir de plusieurs aspects. D'abord de ce que j'ai dit au départ, la place que la recherche, la place qu'on accorde à la recherche de façon générale, mais aussi nous n'avons pas suffisamment de support de publication, de support de diffusion de la recherche. Et même ça, on doit le dire pour le regretter, dans les institutions universitaires, de façon générale, je veux dire, en Afrique centrale et dans les Grands Lacs, je n'ai pas le sentiment qu'on accorde à la valorisation de la recherche la place qui est la sienne. Parce que une chose est de faire de la recherche, une chose est de produire les résultats, mais une autre chose est, de faire connaître au grand public les résultats qu'on a obtenus à l'issue des recherches, c'est-à-dire mettre ça sous une forme qui peut être comprise par le grand public. Deuxième chose, il y a la valorisation institutionnelle, la valorisation industrielle des résultats de la recherche. Ça veut dire que, selon moi, la recherche, le processus de recherche doit être en étroite relation avec, le marché de l'emploi, mais aussi, surtout, avec les appareils de production des biens et services. D'où la nécessité de la connexion entre les milieux de recherche, c'est-à-dire les milieux universitaires, les milieux de recherche de façon générale, et les milieux socio-professionnels, et plus précisément les milieux industriels. Pourtant, le système LMD a ouvert cette brèche positive, cette brèche salutaire, qui permet qu'on ne parle même plus de stage, mais de formation en alternance, où les étudiants seront formés, devraient être formés
pour une part à l'université, dans les centres de recherche, et pour une autre part en entreprise, ce n'est que de cette façon qu'on peut garantir que un étudiant qui obtient un diplôme dans une structure de recherche ou universitaire peut très facilement soit s'intégrer dans le milieu socio-professionnel comme employé, mais surtout pour être un acteur du développement en créant lui-même sa propre entreprise sur la base des connaissances acquises. Ça me permet donc maintenant d'aller au point 2. On n'a pas beaucoup de temps pour parler de la structuration de la recherche en Afrique centrale et dans les Grands Lacs. Et cette structuration, structuration de la gouvernance, bien entendu, comment c'est fait, je la vois à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau gouvernemental. Alors, lorsque vous parcourez la plupart des gouvernements des pays d'Afrique centrale et des Grands Lacs, qu'est-ce qu'on observe? Il y a 2 tendances. La première tendance, c'est de prendre la recherche de façon holistique. Enseignement et recherche. Vous avez donc des pays où l'enseignement et la recherche, l'enseignement supérieur en tout cas et la recherche, se trouvent dans un seul et même département ministériel. Bien, cela a l'avantage de faire en sorte que les enseignants-chercheurs et les chercheurs puissent travailler de façon beaucoup plus collégiale, de façon conjointe, de façon synergique. Et cela peut donner tous les fruits à partir du moment où le gouvernement dispose ou bien élabore des programmes de recherche conjoints. En définissant donc ces programmes, on peut identifier les axes à l'intérieur desquels les enseignants-chercheurs vont pouvoir fonctionner. Mais à côté de ça, vous avez d'autres modèles où la recherche peut être éclatée dans plusieurs départements ministériels. Vous aurez donc d'un côté un ministère de la recherche scientifique et de l'innovation et tout ce qu'on peut ajouter derrière. Et puis de l'autre, vous avez un ministère en charge de l'enseignement supérieur. Bon, alors, moi je pense que, comme on peut après avoir d'autres ministères qui sont toujours en lien avec la recherche, mais qui parlent d'autre chose. Vous prenez par exemple le ministère de l'Agriculture, on fait de la recherche dedans. Vous prenez un ministère chargé de l'élevage et des industries animales, c'est de la recherche qu'on y fait aussi. Vous avez une autre recherche par exemple qui s'occupe de l'emploi et de la formation professionnelle, c'est de la recherche qu'on fait. Mais tout ça se trouve, chaque bout de ce qu'on peut considérer comme étant la recherche se trouve donc dans un département ministériel à part entière. Bon, mais on ne peut pas, on peut pas lancer la pierre à cette façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que à trop embrasser, on étreint mal. Pourquoi? Parce que lorsque on identifie un secteur, on le confie à un département ministériel à part entière, ça permet de développer des spécialisations qui devraient, en principe, aboutir à des résultats beaucoup plus concluants. Donc, de toute façon, ce qui apparaît à ce niveau-là, c'est la volonté politique. Il faut que la volonté politique, la volonté politique s'exprime en fonction des objectifs que les États se définissent. Les États choisissent de façon tout à fait délibérée, de façon tout à fait, autonome, de façon tout à fait souveraine. Donc, par contre, ce qui devrait être fait à ce niveau, c'est de faire en sorte que, quelle que soit la formule de gouvernance de la recherche qu'on choisit, on ait en tête l'objectif final qui est de produire mieux, beaucoup et vite, parce que nous sommes quand même, après tout, en contexte de concurrence internationale. Maintenant, quand je quitte le niveau gouvernemental, j'arrive au niveau des centres de recherche et des centres et des unités de recherche. Alors, ces centres et unités de recherche sont généralement rattachés au ministère qui est dédié à la recherche. Voilà. Comme c'est le cas au Cameroun, vous avez l'IRAD, vous avez l'IMPM, vous avez
des tas d'autres centres de recherche qui sont reliés au ministère dit de la recherche scientifique et de l'innovation. Donc, c'est à l'intérieur de ces centres que la recherche se fait, qu'on publie les résultats et c'est pas mal. C'est pas mal, en fait. J'arrive au niveau des universités. Que ce soit des universités d'État ou des universités privées. Ce qui se passe, c'est que au niveau du cabinet du recteur, la recherche est du domaine d'un vice-recteur dédié. On l'appelle ici au Cameroun vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises. J'adore vraiment cet intitulé-là. Pourquoi? Parce que cet intitulé donne bien le ton de la politique, de la volonté politique de l'État du Cameroun, pour ne parler que de ça, qui montre que il faut une synergie entre l'université qui fait la recherche et les milieux socio-professionnels qui appliquent, implémentent les résultats des recherches faites dans les universités pour produire les biens, pour améliorer le niveau de vie, le standing de vie des populations et des institutions. Bon, mais à côté de ça, donc maintenant, si je ne prends que la structure centrale de l'université, vous avez un directeur chargé de la recherche et de la coopération. Là, c'est pour les 11 universités d'État du Cameroun. Vous avez un directeur chargé de la recherche de la coopération avec en dessous de lui toute une direction chargée de la recherche, un chef de service de la recherche, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais au niveau des établissements facultaires notamment, vous avez en dessous du doyen tout un vice-doyen qui est chargé de la recherche et de la coopération, avec là aussi des démembrements jusqu'au chef de service, chef de bureau, tout ce que vous voulez. Parallèlement, vous avez les écoles doctorales. Et ces écoles doctorales-là sont elles-mêmes structurées en unités de formation doctorale, puis en laboratoire de recherche. C'est donc à l'intérieur de ces écoles doctorales que les étudiants préparent leur master, leur diplôme de master, qu'ils soient professionnels ou recherche, et leur thèse de doctorat. Donc voilà à peu près comment la recherche se structure au niveau des universités d'État, et bon an mal an, ça produit quand même les résultats qui sont, qui sont satisfaisants. Alors, que dire de la coopération bilatérale et multilatérale? Ben, je dois dire ici que la plupart des États d'Afrique centrale et des Grands Lacs ont signé qui des MOU, qui des accords de coopération, qui des ententes spécifiques, qui des je ne sais pas quoi. Tout au moins, il s'agit des instruments de coopération qui appuient la recherche. Alors, cela peut avoir fait l'objet d'un certain nombre de programmes de recherche. Je le sais parce que, je vous l'ai dit, j'ai un long passé à l'AUF. J'ai eu à gagner quelques projets au niveau de la coopération française. Les enseignants chercheurs candidatent donc dans le cadre de ces projets-là, que ce soit en bilatéral ou en multilatéral, ils obtiennent des financements dans lesquels ils conduisent des recherches, ils dirigent les étudiants, ils en accueillent d'autres dans les laboratoires et ça va plus ou moins bien. Mais ce qui fait problème à ce niveau, c'est quoi? C'est que la plupart, enfin beaucoup d'universités, pas la plupart, ce serait exagéré, mais beaucoup d'universités au niveau de l'Afrique et des Grands Lacs ont signé des conventions avec ces bailleurs de fonds de la coopération bilatérale et multilatérale. Toutefois, qu'est-ce qu'on constate? On constate que soit ces universités-là ne payent pas leurs cotisations comme il faut, quand il faut, soit alors l'information ne passe pas au niveau des enseignants-chercheurs. Et ça, je vais en parler plus loin.
Et là, je vous partage mon expérience de l'AUF, qui a aujourd'hui, comme tout le monde le sait, plus de 800 membres parmi les universités, francophones entièrement ou partiellement. Mais on se rend compte que les universités qui n'honorent pas leurs engagements financiers auprès de l'AUF ou bien auprès d'autres structures ne permettent donc pas à leurs enseignants-chercheurs de bénéficier des programmes de coopération de ces structures-là. Donc je pense qu'il faut, bon, c'est vrai que j'anticipe un peu les solutions, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un suivi vraiment proche, vraiment étroit, hein, de ces engagements de nos universités auprès des institutions internationales pour permettre aux enseignants-chercheurs, mais aussi aux étudiants, de profiter des différentes offres qui sont faites. Mais, encore une fois, c'est un pan de la recherche qu'il ne faut pas du tout minimiser, qu'il ne faut pas du tout minorer, qu'il ne faut pas du tout négliger. Pourquoi? Parce que ça sert parfois de soupape, ça sert parfois de relais, ça sert parfois même de substitut, puisque cette coopération apporte des moyens que parfois, nos structures de recherche ne sont pas disposées, je ne dirais pas ne sont pas capables, parce qu'on sait par ailleurs les investissements qu'ils font, bon, mais disons, ne sont peut-être pas disposés à dégager pour le bon fonctionnement de la recherche. Donc, c'est très important. Ça me permet donc d'aller maintenant au point 3 de mon exposé, de ma conférence, sur les problèmes et les perspectives. En espérant que j'aurai encore du temps, le premier problème que j'adresse ici, chers panélistes, on m'a dit que c'est des hauts responsables des universités qui m'écoutent. Le premier problème, c'est la question du financement de la recherche. On ne peut pas faire une bonne recherche scientifique sans y mettre les moyens qu'il faut. Et de façon régulière, et de façon suivie, et de façon continue. Vous avez des expériences en matière de recherche qui peuvent demander plusieurs mois, qui peuvent s'étendre sur plusieurs mois, parfois sur plusieurs années. Donc, si vous donnez un peu d'argent aujourd'hui et qu'il n'y a pas de suite l'année prochaine, eh ben, la recherche va mourir dans l'œuf. Alors que on aurait pu obtenir les résultats conséquents par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés. Donc, je ne sais pas, je me perds dans la formule qu'on peut utiliser. Mais au moins je connais le résultat auquel nous voulons aboutir, nous devons aboutir. Ce résultat-là, c'est une recherche efficiente qui produit des résultats, des résultats qui doivent absolument être implémentés au niveau opérationnel pour résoudre les problèmes de la société. Et pour ça, il faut des moyens, il faut des financements, il faut qu'on arrive à consentir des moyens conséquents pour que la recherche en Afrique centrale et dans les Grands Lacs rayonne dans toute sa splendeur. Peut-être faudrait-il que les États adoptent une mesure, je ne sais pas à quel niveau on peut la leur faire prendre, qu'ils adoptent des mesures qui imposent un pourcentage du budget d'investissement public et du budget de fonctionnement à allouer à la recherche. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive parce que c'est extrêmement important. On ne peut pas, on ne peut pas vouloir promouvoir un développement durable sans les moyens conséquents. Évidemment, vous allez me dire que
une fois que les moyens sont débloqués, sont alloués, il faut maintenant aussi, en retour, mettre en marche des mécanismes de sécurisation de ces fonds, des mécanismes de gestion rigoureuse de ces fonds pour que les fonds alloués à la recherche ne servent pas à autre chose après. Donc, bref, ce sont tous ces mécanismes-là qu'il faudrait donc envisager à partir du moment où on va déjà déclarer la recherche comme étant une priorité ou bien la priorité absolue de nos gouvernements, de nos États. Et quand je dis de nos États, je pense aussi de nos universités. On peut se demander, dans les universités d'Afrique centrale et des Grands Lacs, quel est le pourcentage de ressources, qu'elles soient financières, matérielles, logistiques, humaines, quel est le pourcentage des ressources qu'on alloue au secteur de la recherche, à la recherche proprement dite? Quel est ce pourcentage-là? Donc, ce que je dis au niveau des États, je souhaite aussi que cela se répercute au niveau des unités de recherche, au niveau des universités, au niveau des structures qui ont la recherche comme étant raison de vivre. Le deuxième point, toujours dans les perspectives, je l'appelle les orientations stratégiques de la recherche. Je pense que 60 ans après les indépendances, bien évidemment, je ne suis pas sûr que tout le monde sera content de ce que je vais dire, mais je le dis quand même parce que c'est la réalité vécue sur le terrain. Je pense que 60 ans après les indépendances, il est temps qu'en Afrique, on fasse la recherche pour résoudre les problèmes africains, les problèmes qui se posent aux sociétés africaines, les problèmes qui se posent, je veux dire, aux institutions africaines, les problèmes qui se posent à l'environnement africain. Pourquoi? Parce que la recherche-action doit avoir un objectif précis. Il faudrait que chaque recherche aboutisse à la résolution d'un problème. Le problème étant identifié là où la recherche se fait. Le problème étant celui qui empêche une société d'éclore, une société d'être promue, une société d'évoluer. Il faut donc au préalable identifier ces problèmes-là. Cela va nous éviter de faire la recherche pour la recherche. Parce que, bon, quand on regarde, on se plaint, on ne sait pas ce qu'on fait en Afrique, on ne sait pas. Bon, mais souvent, c'est parce que nous ne faisons pas des recherches ancrées dans nos réalités. Et là, je parle d'expérience. Vous parcourez les thèses, moi je suis en géographie, par exemple. Vous parcourez des thèses de géographie faites sur des problématiques africaines, mais ces thèses-là sont résolues sur la base des théories qui n'ont rien à voir avec les réalités africaines. À titre d'exemple, lorsque vous me sortez pour une thèse sur la déforestation, ou bien sur l'afforestation, dans une zone équatoriale ou sahélienne, et vous me sortez des théories sur la forêt, bien entendu, mais qui ont été élaborées dans des zones tempérées. Reconnaissez qu'il y a un problème. Parce que la forêt n'a pas la même réalité dans ces deux milieux. Si j'ai pris cet exemple, je peux en prendre tant d'autres. Je pense qu'il est temps que la recherche au niveau africain soit domestiquée, soit, je veux dire, située, géolocalisée, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Il faut que la recherche que nous faisons, les recherches que nous faisons, visent à résoudre les problèmes que nous avons, visent à promouvoir les ressources qui sont les nôtres.
Bon, évidemment, on peut faire ça n'importe où. Je veux dire, on peut faire dans les laboratoires du Nord, dans le cadre des échanges Nord-Sud, même si on reste dans le Nord-Nord. Mais dès l'instant qu'on fait une recherche qui s'inscrit dans la territorialité africaine, je pense qu'il est question de voir comment contextualiser tout ça. L'autre préoccupation que j'ai en termes d'orientation stratégique, c'est ce que j'appelle l'écriture scientifique intégrale. J'en parle, mais peut-être qu'il faut qu'on explique encore bien. Ça part de quoi, le constat? Ça part du fait que lorsque vous prenez une université qui produit 800 thèses par an, une autre qui en produit 600 par an, une autre 500 thèses par an, parce que ça existe. Alors, toutes ces thèses-là, qu'est-ce qu'elles deviennent après la soutenance? Plus rien, parce qu'elles sont stockées dans les bibliothèques où personne ne passe, où on n'est pas au courant qu'elles sont là. Les thèses ne sont pas en ligne. Parce que bien souvent, dans les pays d'Afrique centrale et des Grands Lacs, nous n'avons pas encore de fichier central des thèses qui permet à un étudiant qui veut s'inscrire en tête de savoir que dans le sujet où je veux m'engager, eh ben, telle chose a été faite là-bas, telle autre a été faite là-bas. Alors, ce que moi je pense, c'est que, avant de dire ce que je pense, il se trouve donc que ces thèses-là, une fois qu'elles sont soutenues, personne n'est plus au courant de rien. Messieurs et dames, vous qui m'écoutez du monde entier, c'est ça qui donne l'impression que les universités africaines ne travaillent pas. C'est ça qui donne l'impression que la recherche scientifique ne se fait pas dans les universités africaines. Or, c'est absolument faux. La vérité, c'est que les recherches qui sont faites au niveau des universités africaines ne sont pas valorisées, ne sont pas connues, ne sont pas mises en ligne. Personne n'en sait rien. Alors, ça donne l'impression que rien ne se fait. Or, en adoptant l'écriture scientifique intégrale, on aura la possibilité de faire en sorte que chaque thèse soutenue dans une université africaine soit publiée sous forme de livres. Parce que les livres sont beaucoup plus visibles, les livres sont répertoriés dans toutes les bases de données, dans tous les serveurs qu'on consulte pour procéder au classement des universités. Maintenant, là, nous sommes absents des classements des universités simplement parce que personne ne sait rien des travaux de recherche que nous faisons. Donc, je pense, à mon humble avis, qu'il s'agit là d'un enjeu capital. Si l'Afrique centrale et les Grands Lacs veulent être visibles au niveau international, il est temps, je pense, que les recherches qui sont faites, et elles sont nombreuses qui sont faites, eh bien, il est temps que ces recherches-là soient visibles. Alors, je vais vers la fin. Le deuxième, l'avant-dernier point, c'est l'engagement des enseignants-chercheurs pour la variabilité géographique et institutionnelle. Je vous partage là une expérience de ma présidence de la commission régionale d'experts d'Afrique centrale et des Grands Lacs pendant 6 ans. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On avait remarqué que on lance un appel à candidature dans toutes les universités qui sont membres, mais il n'y a qu'un pays ou deux où on reçoit des candidats. Alors ça faisait problème. Je peux vous le dire maintenant, parce que de mon temps, le directeur du bureau Afrique centrale, c'était Alain Ondoa, camerounais, et puis le président de la conférence, le président de la commission régionale d'experts, c'était le professeur Asako René Joly, qui prenait la relève du professeur Ngoumi Lama, qui était du Gabon. Alors, qui est du Gabon, et on se rend compte que il n'y avait que de façon majoritaire les projets venant des universités camerounaises. Alors, ça faisait problème. C'était comme s'il y avait un conflit d'intérêts, comme s'il y avait, je sais pas moi, des manigances, mais on s'est rendu compte, pourtant, on allait dans chacun de ces pays-là. On allait au Tchad, on allait au Burundi, on allait en RDC, on allait à Brazzaville. Bref, on faisait tous ces pays d'Afrique centrale et des Grands Lacs pour prêcher le même évangile, pour donner la même nouvelle, pour donner les mêmes chances à tout le monde. Mais on s'est rendu compte que les enseignants-chercheurs ne candidataient pas. La mémoire de l'institution est là. Donc je pense qu'il faut que les enseignants-chercheurs deviennent aussi de vrais chercheurs de financement de fonds, de vrais chercheurs de financement de la recherche.
Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas passer le temps à faire des appels d'offres, mais personne ne candidate, mais on se plaint toujours que la recherche n'est pas financée. Non, les financements de la recherche, on doit aller les chercher là où ils sont. Alors, je n'ai pas le secret de l'affaire, mais je crois qu'il faut suffisamment informer les collègues enseignants-chercheurs pour qu'ils sachent que parfois, il y a des appels d'offres qui sont annulés parce qu'il n'y a pas eu de projet convaincant. Parce qu'il n'y a même pas eu de projet du tout. Nous avons eu ces cas-là. Donc, il est question que les enseignants-chercheurs aillent à la recherche des financements, mais cela a un contre-coup. C'est-à-dire qu'il faudrait que les institutions universitaires honorent leurs engagements financiers auprès des différents bailleurs de fonds. Parce que si un enseignant a un bon projet, mais son université n'a pas payé ses cotisations à l'AUF, par exemple, le projet a beau être bon, mais il ne sera pas pris quand même. Il ne sera pas pris. Donc, ça revient, ça revient à peu près au même. Alors, le dernier point de mon intervention, c'est la recherche et l'éthique. Éthique. C'est un aspect extrêmement important que la question de l'éthique dans la recherche scientifique. Je vous assure, de mon expérience de membre de plusieurs jurys de thèse, je suis moi-même ici à l'université de Douala, le responsable d'un laboratoire de recherche. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les étudiants, au niveau de la recherche, et même malheureusement certains collègues, font de moins en moins d'efforts. Pire encore, depuis l'avènement de l'intelligence artificielle. Vous prenez 10 thèses, vous prenez 10 mémoires sur des sujets différents, sur des espaces différents. Vous aurez beaucoup de chances d'avoir des similitudes qui vont à des pourcentages extraordinaires. Extraordinaire. Pourquoi? Parce que la source est la même, le mode de rédaction est le même, quand le rédacteur ne serait pas le même. Cela pose un réel problème parce que tant que l'éthique n'est pas respectée au niveau de la recherche, on n'est donc pas sûr d'avoir des recherches spécifiques, des recherches originales, et dès que cela n'est pas le cas, même l'écriture scientifique intégrale que je propose, on ne peut pas l'appliquer. Pourquoi? Parce que les maisons d'édition, elles vont faire un travail de fouille, de recherche. Dès l'instant qu'on voit qu'il y a recouvrement à un certain pourcentage, on n'accepte plus. On n'accepte plus d'éditer le livre. Donc, il est question qu'on revienne à l'orthodoxie de l'éthique universitaire, de l'éthique de la recherche. Parce qu'il y a trop de fraude. Tel va prendre un mémoire au Tchad, il va le soutenir à Bangui, l'autre en prend un à Douala, il va le soutenir je ne sais pas où. Il est temps, je pense, qu'on revienne à l'orthodoxie universitaire. Et cela, je pense que ça devrait aller avec le développement du numérique éducatif. Nous devrions avoir déjà, au niveau Afrique centrale et des Grands Lacs, un fichier central des travaux de recherche dont la consultation devrait être la condition sine qua non pour qu'on accepte un étudiant en master ou en thèse, ou bien pour qu'on accepte un mémoire, ou bien pour qu'on accepte un article scientifique dans l'un quelconque, ou bien dans n'importe lequel de nos États. Tant qu'on n'a pas fait ça, on sera toujours marginalisé, on ne saura pas ce qui se fait, on ne saura pas ce qui a été fait où, on ne sait pas qui fait quoi. Il faudrait aussi développer la politique et la stratégie des banques de données scientifiques. Des banques de données scientifiques. Il y en a déjà un certain nombre, mais je pense que cela devrait aller encore plus. Il faudrait que les universités, par exemple, disposent, il y a des structures, ça c'est vrai parce que je l'ai dit tantôt, il y a un vice-directeur chargé de la recherche, il y a un directeur chargé de la recherche de la coopération, il y a des vice-doyens qui sont faits pour ça, il y a un chef de division de la recherche, machin. Mais ce qu'il faudrait donc maintenant, c'est un inventaire exhaustif
de tout ce qui se fait au niveau de la recherche dans chaque université pour qu'on puisse faire l'état des lieux de la recherche mois après mois, trimestre après trimestre, semestre après semestre, année après année, et que cela soit su dans toutes les universités de notre zone qui devraient donc actionner les réseaux dont elles disposent en ce moment, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réseau. Il y a la priori AC que nous connaissons. Il y a dans chaque pays la conférence des chefs des institutions universitaires, comme il y en a une ici au Cameroun, en tout cas quand il y a plus d'universités. Donc on devrait pouvoir actionner les leviers de ces structures qui, je le répète, existent déjà bel et bien. Alors quand j'ai dit ça, je pense que j'ai fait le tour de ma communication. Je ne sais pas si j'ai débordé le temps, je ne sais pas s'il m'en reste encore, mais tout au moins s'il en reste, ça donnera la possibilité à ceux qui ont des questions à poser de le faire. Je suis donc le professeur René Joly Asako, premier vice-recteur de l'université de Douala au Cameroun, chargé des enseignements de la recherche et du développement des TIC. Je vous remercie pour votre aimable attention. Donc, je remets la parole au modérateur. Merci beaucoup, professeur Asako, pour cette conférence introductive qui a permis de mettre le cadre pour nos discussions du panel. La conférence a vraiment permis de relever tous les points cruciaux pour la gouvernance et la structuration de la recherche dans notre région. Encore mille merci pour cette conférence. Je tiens à souligner que plusieurs personnes seraient fort intéressées par avoir une copie de votre présentation si c'était possible. Donc si c'est possible, vous pouvez éventuellement nous l'envoyer à la DRACGL et puis on la fera suivre aux personnes intéressées. D'accord. On a encore environ une dizaine de minutes, donc je vais prendre les questions. Si certaines personnes ont des questions à vous poser, des remarques, des commentaires, voilà, je prends les questions. Vous pouvez lever la main et ça va s'afficher sur l'écran. Je vous donnerai la parole. Je vais donner la parole à monsieur Moukou. Et ensuite, ce sera Libreville. Tout d'abord, monsieur professeur Mougam Nassi. On vous entend pas comment, mais ça va. À Goma, l'université libre des pays des Grands Lacs. Je tiens à remercier le professeur qui vient de nous exposer. Et j'ai une question en rapport avec l'éthique de la recherche. Tout au long de la présentation, il n'a pas cessé de mentionner qu'il y a la gouvernance politique. Si la gouvernance politique ne prend pas en main la recherche, c'est qu'au niveau des universités, dans tout ce qu'on peut faire comme recherche, il n'y aura pas de bons résultats. Maintenant, en ce qui concerne ce que nous devons faire au niveau des universités, au niveau de la région, pour recenser tous les travaux en rapport avec les thèses, par exemple, qui ont déjà été produites. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est trop ambitieux? Si on n'est pas en mesure d'accompagner
qui sont posées pour éviter le plagiat. Merci. Alors, est-ce que je réponds ou bien on prend d'abord toutes les questions, je réponds une fois? Comme vous préférez. Peut-être que c'est mieux qu'on prenne toutes les questions et puis on répond une fois, comme on n'a pas beaucoup de temps. C'est parfait. Alors, je donne la parole à Libreville. Libreville, s'il vous plaît. Libreville, vous avez levé la main. Il faut désactiver votre micro, par contre. Oui, oui, on vous entend. J'avoue que, s'il vous plaît, j'avoue que le réseau dérange, je n'entends pas bien la question de Libreville. Libreville, si, comme on vous entend pas très bien, peut-être que vous pouvez mettre la conversation dans le chat. Peut-être qu'ils peuvent aussi envoyer les questions par écrit. Hein. On peut aussi envoyer les questions par écrit. Parce que à Libreville, là, on n'entend pas du tout. Je n'entends pas du tout ce qu'il dit, mon cher ami et frère Guy Serge. Nous non plus. Mettez la question dans le chat. Un petit peu. Là, on vous entend un peu mieux. Oui, un peu mieux. On entend un peu mieux le Tchad. Si vous mettez la question dans le chat, on va nous perdre trop de temps. Ah là, ça bouchonne, hein. Bon, mettez Libreville, mettez la question dans le chat et nous allons passer au professeur Bala Rendela. Ok, merci beaucoup pour la parole. Vous m'entendez? Oui, là j'entends bien. Je vous remercie, cher professeur, pour la présentation. Je suis Bala Rendela. Je suis point vocal de la recherche et l'innovation à l'Université du pays de Gramada, de Congo. Je suis aussi doctorant à l'Université de Genève. Ma question, elle est comme suit. Donc, est-ce qu'il est possible de mener des recherches collaboratives ou des recherches-actions sans avoir au départ des recherches fondamentales de qualité en Afrique? Parce que souvent, on dit qu'il faut faire des recherches-actions, et je suis totalement d'accord qu'il faut des recherches-actions. Est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir des qualités de recherche-actions sans avoir des recherches fondamentales? Ou alors qu'il a continué à s'inspirer des recherches fondamentales qui sont menées au nord pour faire des pratiques avec des recherches-actions, ça va marcher? C'est la question.
Ok. J'ai bien noté la question. Très bien. Donc, la parole est à N'Djamena. Bonjour, c'est Gidel. J'étais d'abord contacté sur la rencontre et effectivement ça a changé, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je voudrais faire un petit commentaire par rapport à la réponse. J'ai suivi avec grande attention. Vous avez dit de beaucoup de choses, des choses très intéressantes, et même maintenant sur certains aspects. Je vais particulièrement revenir sur l'aspect de l'éthique que vous avez beaucoup exprimé. Mais je parle surtout dans le fait de en termes de fichiers. Il faut un fichier central des travaux de recherche en Afrique centrale et Grand Lac. La question que je vous pose, comment qui doit faire constituer ce fichier-là? Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est les universités en partenariat avec le ministère en Afrique centrale qui doivent faire en sorte d'avoir des fichiers pour nous ici en Afrique centrale? Et si on y arrive, c'est bien, ça permet d'éviter le plagiat. Donc la question c'est de savoir qui va prendre, décider de mettre en place ce fichier central. Je vous laisse. D'accord. Professeur Asako, Oui. je vous propose de répondre déjà aux questions qui ont été posées. Oui. Et puis ensuite, on prendra donc les questions. Il reste 3 questions, je vois 3 mains levées. D'accord. Alors, je commence par la dernière question. Qui fait le fichier central des thèses? Enfin, pas seulement des thèses, mais des travaux de recherche. Eh ben, l'initiative peut venir pour commencer au niveau plus bas. Les écoles doctorales, les unités de formation doctorale peuvent avoir déjà un fichier central à leur niveau. Ce serait déjà bien. L'étudiant qui veut s'inscrire en thèse chez vous ou en master 2, il faut quand même qu'on puisse lui montrer l'ensemble des travaux qui ont déjà été soutenus. Donc, en remontant plus haut, on peut avoir maintenant un fichier au niveau de l'ensemble de l'université, puisque l'unité de formation doctorale a trait à la spécialisation académique, mais dès lors qu'on remonte au niveau de l'université, c'est déjà toutes les spécialités. Donc, ça permet de voir que dans l'université X, Y ou Z, voici la liste des travaux qui ont été soutenus. Maintenant, peut-être pour être beaucoup plus, je veux dire, pour être au niveau méso, eh ben, ça peut se faire au niveau de l'ensemble, au niveau du pays, au niveau du ministère ou bien des ministères en charge des questions de recherche. On devrait pouvoir avoir cette structure-là. Je me souviens en France, par exemple, le fichier central des thèses, quand moi je m'inscrivais en thèse à l'université Paris 10 Nanterre, c'était en 1993, 92, 93. Ben, le fichier central des thèses était géré au niveau de l'université de Paris 10 Nanterre. C'est là qu'on accédait, avant de s'inscrire en thèse, on accédait à ce fichier pour savoir quelles sont les thèses soutenues dans notre domaine, quelles sont les thèses en cours, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis maintenant, vous avez un fichier central au niveau de l'ensemble de la France, de l'Europe et tout ça. Mais tout ça est accessible en ligne. Donc, je veux dire, de façon optimale, ce serait bien qu'on dispose d'un fichier au niveau de l'Afrique centrale et des Grands Lacs. Ça peut se gérer ça peut être financé par les structures qui regroupent ces États, des structures politiques qui regroupent ces États. Il y a la CEMAC, par exemple. Il y a la CEMAC, il y a la CAC, qui sont donc des structures qui regroupent ces États. Et c'est à l'intérieur de ces États que se trouvent les universités. Donc ce serait pas mauvais, étant donné que nous avons des directives CEMAC sur le LMD, qu'est-ce qui empêcherait que la même CEMAC ou bien la CEAC prenne en charge une initiative comme celle-là qui est salutaire et qui vient en fait accompagner le système LMD qui nous tient tant à cœur à nous tous. Donc, je veux dire, en attendant peut-être que les nuages tombent du ciel, on peut déjà commencer au niveau de chaque université pour avoir
le fichier central des thèses. Parce que tant qu'on ne le fait pas, tout ce que nous sommes en train de faire là, je ne sais pas à quoi ça sert. Hein? Bon, ensuite, ce que je dois dire aussi au niveau éthique, ça ne concerne pas que les étudiants, ça concerne aussi nous, enseignants, chercheurs, qui dirigeons les mémoires et les thèses des étudiants, et j'ai le sentiment que nous ne le faisons plus bien. Vous ne pouvez pas imaginer un seul enseignant-chercheur qui a 50 thèses à diriger. Il aura le temps de le faire quand? Il n'aura pas le temps de le faire. Simplement, alors, à ce moment-là, on entre dans le merchandising de la direction des mémoires et des thèses. Parce que ce travail d'encadrement, il ne doit pas être superfétatoire, il ne doit pas être quelque chose qu'on fait juste comme ça. La direction d'un travail de recherche, c'est c'est un accompagnement de l'étudiant. C'est un travail de guide de l'étudiant. Et on ne peut mieux guider quelqu'un que si on est déjà même au courant de ce qu'il fait. Alors bien souvent, nos étudiants sont dans ces travers-là parce que nous, enseignants-chercheurs, nous n'avons pas correctement fait notre travail de suivi, d'encadrement, de monitoring. Et il faudrait que cela se fasse. Voilà ce que je peux dire pour la dernière question. Maintenant, le lien entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Évidemment, il y a un lien entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Bon, mais ce lien n'est pas, ce lien-là n'est pas indéfectible. On ne va pas dire que nous n'avons pas fait la recherche appliquée parce qu'il n'y a pas la recherche fondamentale. Ou bien on va dire, nous n'allons pas faire la recherche fondamentale parce qu'il n'y aura pas de recherche appliquée. Non. Les deux sont complémentaires, mais ils ne sont pas obligatoirement liés. Lorsqu'il y a la possibilité de faire la recherche fondamentale, on la fait. C'est bien, ça arrive, à la mise en place des théories, des concepts et tout ce que vous voulez qu'on utilise, qu'on opérationnalise après dans la recherche appliquée. Mais on ne peut pas dire que, bon, comme il n'y a pas de recherche fondamentale, alors on ne fait pas de recherche appliquée. Non, 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 non. On fait ce qui est possible avec les moyens dont on dispose. C'est la réponse que je peux donner à cette question-là. Et puis, la première question, c'était sur la gouvernance politique, y mettre en liaison toutes les recherches fichiers. Bon, vous voyez que cette question rejoint un peu la dernière. Moi, je le pense. Il faut qu'on mette à disposition un fichier qui répertorie toutes les recherches qui sont faites dans un espace donné, à un moment donné, dans une discipline donnée. Parce que si on ne le fait pas, nous allons perdre l'originalité de la recherche. Parce que ce que j'ai dit là, les déviances éthiques dont j'ai parlé, le plagiat, machin, il y a le plagiat actif où quelqu'un va prendre le travail dont il sait qu'il a déjà été fait ailleurs et il vient le plaquer. J'appelle ça le plagiat actif. Mais, chers collègues, enseignants-chercheurs, soyons conséquents. Il y a aussi les plagiats passifs. C'est-à-dire que quelqu'un fait un travail qui a déjà été fait ailleurs parce qu'il ne le savait pas. Et il ne le savait pas. C'est pour ça que quand je dispense mes cours de méthodologie de la recherche aux étudiants de master et aux jeunes chercheurs, je leur dis, dès que vous identifiez un sujet de recherche, première chose, revue de littérature. Allez lire pour comprendre qu'est-ce qui a déjà été fait ailleurs, par qui, à quel niveau, avec quels outils, avec quelles données, quels sont les résultats que cela a produit. Parce que ce n'est que parce que vous êtes clairement informé de tout ça que vous pouvez maintenant définir un sujet ou une approche originale. C'est de ça qu'il est question. Chaque recherche doit être originale, doit être spécifique, doit permettre de résoudre un problème. Or, vous ne pouvez le faire si vous ne pouvez pas le faire si vous ne savez pas ce qui a déjà été fait par d'autres, dans d'autres circonstances ou bien dans des circonstances semblables et jusqu'où on est allé. Voilà.
Voilà ce que je peux dire de façon ramassée au sujet des 3 questions qui m'ont été posées. Bon, ok, très bien, on va prendre la suite des questions très rapidement. De toute façon, précisément sur ces questions, donc on pourra continuer la discussion. Professeur Loubalan Dandou en premier et ensuite Mahamat Oumar, s'il vous plaît. Il y a aussi les questions par écrit, professeur, qui sont dans le chat. Je vais vous les lire si vous le désirez. Il n'y a pas de problème. La première question, c'est qui est financièrement le réseautage des écoles doctorales et des centres de recherche de l'Afrique centrale et Grand Lac. Alors ça, c'est une question qui est fort intéressante et en fait, on est en train de réfléchir. Donc, je me permets de répondre. Parce que réfléchir à la mise en place d'un hub de recherche précisément sur ces questions de mise en réseautage des différents centres de recherche de la région. Et question 2, serait-il possible que les publications francophones soient mises en ligne pour faciliter la valorisation des résultats des recherches faites dans notre zone? Ça, c'est également une question qui est fort intéressante. Je ne sais pas si le professeur voudra y apporter une réponse, un élément de réponse. L'élément de réponse que je peux apporter, c'est la mise en contact avec le pôle publication, qui est un des 3 pôles de l'Académie internationale de la francophonie scientifique. Donc Bernard Zuckinger vous a fait l'introduction et un directeur d'un des pôles, Karl Akiki est un directeur d'un pôle sur les publications. C'est une réflexion qui est fort intéressante. Je la lui soumettrai. Je laisse également le professeur répondre. Et le professeur Boniface Delagbo de l'université Omniomnibus de Kinshasa. Les structures de la recherche existent dans toutes les universités de l'Afrique centrale et les Grands Lacs. Cependant, dans certaines universités, ces structures ne stimulent pas la recherche. Elles passent la plupart de leur temps dans l'administration. C'est déplorable. Elles devraient aussi s'arrêter à un moment donné et s'auto-évaluer en rapport avec la recherche. Cette évaluation est rare dans la plupart des universités. Il y a également une question du professeur Charles Kahindo. Comment faire le lobbying pour convaincre les politiciens de traiter la recherche universitaire comme une priorité au niveau continental régional? Voilà, il y a énormément de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir tous y répondre. Ce que je propose, c'est de prendre les questions qui restent. Oui. De faire très rapidement, de clore la conférence à 10h45 et de toute façon de continuer la discussion sur ces thématiques qui sont absolument clés pour notre réflexion lors du panel. D'accord. Donc, je vais passer la parole à professeur Mahamat Oumar. Enfin, je ne sais pas s'il a quelque chose à ajouter par rapport à la question qui a été que j'ai lue. Vous m'avez posé la question ou bien Merci. Ah, d'accord. Non, je demande à Mahamat Oumar s'il a quelque chose par rapport à... J'ai une question, moi, j'ai une question. Allez-y alors. D'abord, je remercie le professeur pour sa brillante présentation. Et moi, j'ai une question en lien avec la valorisation de la recherche scientifique, bien sûr. Et on a évoqué la question de stockage ou bien de la banque de données. La question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que ce stockage ne peut-il pas en quelque sorte un peu amputer la souveraineté
disposons pas peut-être d'une application ou bien d'un serveur en Afrique, et le fait de stocker nos résultats de recherche dans une base de données qui est gérée par d'autres sociétés étrangères, est-ce que cela ne fragilise-t-il pas un peu la souveraineté de l'Afrique centrale? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est en lien aussi avec la gouvernance universitaire. Le professeur, dans sa présentation, avait parlé un peu de l'éclatement de la recherche scientifique entre les instituts, les laboratoires, etc., etc. Et maintenant, mon inquiétude, c'est que est-ce qu'avec l'éclatement de la recherche scientifique, est-ce que cela ne fragilise-t-il pas aussi un peu la recherche scientifique lorsqu'il y a vraiment une mauvaise coordination? Merci pour votre réponse. Peut-être. Merci. Et donc, je passe rapidement la parole à Guy Roger. Et ensuite, une réponse rapide de professeur Asako. Et on va faire une pause d'1 quart d'heure. Oui, merci. En fait, oui, c'est le professeur Binyumba qui revient à la charge, si je puis dire. Pour dire qu'au fond, ma préoccupation vient d'être exprimée par un des collègues ayant intervenu tout à l'heure, pour dire que, en réalité, dans tout ce qui a été dit, il y a fondamentalement le financement de la recherche. Et les constats qui ont été faits par le professeur Asako, nous les faisons tous. Mais il manque ce qui peut paraître l'essentiel, c'est-à-dire transformer l'essai, faire en sorte que nos pays puissent disposer de financement public appuyé à la recherche. Pour faire les évaluations, on a beau faire les constats, donc nous n'aurons pas ce mécanisme de financement, il va être difficile de pouvoir avancer. Et je rejoins la préoccupation qui a été exprimée tout à l'heure par un collègue qui se posait la question quel levier pouvons-nous faire auprès des décideurs. Et je voudrais dire qu'en fait, cette conférence, l'intervention du professeur Asako gagnerait à être adressée aux autorités publiques, ceux qui ont justement la décision pour pouvoir faire en sorte que nous ayons un minimum de financement de la recherche. Parce que le financement est un facteur structurant de la recherche scientifique. Je vous remercie. Alors, Professeur Asako, une réponse rapide, et puis ensuite on va faire une petite pause d'1 quart d'heure et continuer ensuite. d'accord. Alors, je commence par la dernière question du professeur Guy Serge Binyumba, mon cher frère que je connais très bien. Mais Guy Serge, tu connais ma religion à la matière. Tu connais mes convictions à la matière. Je n'ai pas arrêté de dire exactement la même chose, à savoir que il faut qu'on arrive à faire en sorte que la recherche fasse partie des priorités des gouvernements. Bon, maintenant, j'ai bien dit que je n'avais pas la solution magique, mais on peut espérer que, à force de le crier, on finira bien par nous entendre un jour. J'étais à N'Djamena sur un séminaire semblable sur le financement de la recherche. J'ai fait là-bas une intervention qui a probablement même heurté certains par le caractère un peu, comment je veux dire, un peu osé de mes propos. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part solliciter des gouvernants qu'ils daignent bien faire de la recherche une priorité politique. Donc c'est tout ce qu'on peut faire. Plaidoyer, il faut faire un plaidoyer. Il faut qu'on fasse des plaidoyers au moment, par exemple, de la constitution des budgets des États. Il faut que, enfin, je ne dis pas que ça ne se fait pas. Ça se fait par les ministres en charge de ces questions-là. Mais je pense aussi que, bon, les États ont leur souveraineté, les États ont leur priorité, qu'on ne peut pas, je veux dire, dont on ne peut pas présumer de l'importance. Donc, continuons le plaidoyer. Peut-être un jour ça va marcher. D'ailleurs, je pense que ça marche mieux que ça ne marchait avant. Je suggère donc que, avec l'appui des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, continuons le plaidoyer. Peut-être qu'un jour ou l'autre, ça passera. Bon, en ce qui concerne la gouvernance universitaire éclatée qui fragiliserait la recherche,
Bon, je pense que j'ai parlé de ça. Ça dépend de la volonté politique, ça dépend de la souveraineté des États. Je l'ai dit, vous avez des États où toute la recherche se trouve dans un seul département ministériel. On peut dire que c'est bien, mais en même temps, quand c'est aussi trop gros, on a du mal à maîtriser un certain nombre de choses. Et la recherche est tellement vaste, c'est tellement vaste. Je vous l'ai dit, il y a les recherches fondamentales, il y a des recherches opérationnelles. Si je vous prends un ministère comme le ministère de la Santé, on ne peut pas le faire sans la recherche. Je vous prends un autre comme celui de l'élevage, des pêches et des industries animales. Ça ne peut pas marcher là-bas sans la recherche. La formation et l'emploi, ça ne peut pas marcher sans la recherche. L'économie, la planification, ça ne peut pas marcher sans la recherche. Est-ce que pour autant, on devrait donc faire en sorte que, enfin, est-ce que au regard de tout ça, si on met toute la recherche rien que dans un seul panier, eh ben, ça sera problématique. Donc, il y a des tropismes, évidemment, qu'on peut mettre en exergue, mais je pense que, encore une fois, il faut laisser la possibilité à chaque État de façon souveraine de voir comment répartir les postes militaires, puisque de toute façon, comme vous le savez, c'est aussi et avant tout une affaire politique. Et il n'est pas sûr que parce qu'on fait la recherche, on maîtrise les priorités politiques des États. Donc, je pense que la sagesse la plus aboutie consisterait à faire plus avec le peu qu'on nous donne, en espérant qu'on puisse nous donner plus par après. Et il y a quelqu'un qui a parlé de la souveraineté des États au cas où on aurait des banques de données. Cher monsieur, il y a toujours eu des banques de données. Si on veut préserver la paternité des résultats des recherches, ben, il y a la voie des brevets d'invention. Il y a l'OAPI qui est là pour ça. Il faut protéger la propriété intellectuelle des résultats de la recherche. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais on ne peut pas imaginer des recherches qui restent tout le temps dans les tiroirs. Personne n'en sait rien, et je l'ai dit. C'est ce qui fait que lorsqu'on fait le classement des universités au niveau international, les universités africaines n'apparaissent pas, ou bien apparaissent à des rangs qui ne donnent pas la pleine mesure du travail scientifique qui se fait dans les universités, tout simplement parce que les travaux que nous faisons ne sont pas rendus visibles. Ça reste dans les labos, ça reste dans les bibliothèques où personne ne passe. Or, le monde est devenu numérique. C'est dans les banques de données numériques qu'on doit retrouver nos recherches. Et pour que cela soit, il faut que ces recherches y soient affichées, y soient promues. Donc, vraiment, il faut faire un choix. Soit on veut garder sa souveraineté dans l'ombre, à ce moment-là, il ne faut pas se plaindre qu'on soit méconnu, ou alors, on rend public, on rend visible ce qu'on fait, à ce moment, on a la chance, on peut espérer être compté parmi les gens qui font marcher la recherche au niveau mondial. Donc voilà ce que je peux répondre aux questions qui ont été posées. Merci beaucoup, professeur Asako. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que on a déjà été un peu pris par la discussion et on a un peu mangé sur le temps. Oui. Je vous propose une pause d'un quart d'heure pour reprendre donc à 11h05, le temps de se rafraîchir, de reprendre un petit peu de force et puis discutablement entamer nos travaux pour présenter, comme le disait Bernard Zupinger, une synthèse apportée au niveau international. Professeur Asako, encore un très grand merci de la part de l'AUF, mais également de tous les participants pour cette conférence. Il y aura des très intéressante et qui a permis de soulever des points cruciaux.
On espère pouvoir compter sur vous pour au moins le début du panel, si vous n'êtes pas trop pris par vos obligations. Bon, je vais essayer. Pour pouvoir continuer un petit peu la discussion. Voilà, je vais essayer. Voilà. Ce serait super. Merci beaucoup. Bon, Eh bien, écoutez, donc la pause et puis on se donne rendez-vous dans un quart d'heure. Alors. d'accord. Merci à tous. D'accord. Bon, alors, j'ai terminé ma conférence qui a duré exactement 1h44. Je vous remercie de l'avoir suivi pour ceux qui ont pu la suivre. Mais je signale que cette conférence sera accessible sur les plateformes de l'AUF, mais aussi sur ma page Facebook et en même temps sur YouTube, sur la chaîne du professeur René Joly Asako Asako. Ayant dit cela, je vous remercie et à bientôt.